Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme. Laurane Moncoufoud, si l'on devait vous définir en quelques mots, on dirait certainement que vous avez de l'or dans les mains, car aujourd'hui, vous faites partie de la petite centaine de doreurs qui exercent encore en France. Depuis toute petite, vous êtes une manuelle qui sait que son métier aura trait à l'art. Vous vous lancez donc dans des études d'histoire de l'art, à la fac et à l'école du Louvre, avant de partir à Parme, en Italie, pour poursuivre votre cursus. Vous enchaînez les expériences entre la France et l'Italie, passant des ateliers de restauration au château comme celui de Versailles. Et c'est en Italie que vous découvrez un métier que vous n'aviez jusqu'alors pas envisagé. C'est le coup de cœur, votre chemin professionnel devient évident, vous serez doreuse à la feuille. Laurane, bonjour. Bonjour, bienvenue en Touraine. Merci d'être venue à l'atelier. Alors Laurane, déjà pour commencer, on dit doreur ou doreuse ? Alors je pense que si on regarde dans le dictionnaire, on dit plutôt doreuse. Moi, pour ma part, c'est pas un terme que j'aime. Je me présente en tant que doreur à la feuille. Je suis pas forcément fan du fait de féminiser tous les termes professionnels. Donc pour moi, doreur, ça me va bien. Comment est-ce qu'on passe de l'histoire de l'art à la dorure à la feuille ? Comment vous avez découvert ce métier ? Qu'est-ce qui vous a séduite dans cette profession ? Alors j'ai toujours été attirée par l'histoire de l'art et en même temps j'ai toujours eu un attrait énorme pour les métiers manuels. J'ai toujours fait énormément de choses de mes mains depuis que je suis toute petite. Je me suis en fait dirigée pendant mes études d'histoire de l'art naturellement, disons, vers la restauration, puisque c'est en fait le seul métier dans lequel on a le droit de toucher aux œuvres. Donc c'était le métier qui me permettait d'allier le côté manuel et le côté histoire de l'art. Initialement, vous dirigiez donc plus vers la restauration de tableaux et puis soudain, vous partez vers la dorure à la feuille. Pourquoi ? Alors parce qu'en fait, c'est au cours d'un stage. Donc j'ai fait une année d'études en Italie, à Parme, paradis des historiens de l'art. Et au cours d'un stage dans un atelier de restauration de tableaux, intervenait cette semaine-là un doreur à la feuille qui venait restaurer les cadres. Et là, en fait, j'ai eu en quelque sorte le déclic. D'une part, le côté magique de la feuille d'or, la matière. Et ensuite, en fait, j'ai réalisé que le côté 3D du métier de doreur me convenait davantage que la 2D dans lequel on est restreint avec la restauration des tableaux. En plus, le métier de doreur me permettait une plus grande variété d'interventions puisqu'on peut travailler sur du contemporain, sur des dorures extérieures, des dorures intérieures, du mobilier 17e comme une œuvre d'art du 20e. Donc voilà, c'est ce côté-là qui m'a davantage charmée. Et ce qui est intéressant sur la dorure à la feuille, c'est que c'est un savoir-faire très ancien qui remonte à l'Égypte antique. On voit les premières traces sur des sarcophages de certains pharaons. Cette technique n'a pas bougé depuis le XVIe siècle et c'est toujours la même que vous utilisez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez pour restaurer un tableau, par exemple ? Alors oui, en effet, c'est une technique excessivement ancienne et c'est un des rares métiers qui n'a absolument pas changé. On a quasiment les mêmes outils que les doreurs utilisaient au XVIe siècle, les mêmes matériaux, les mêmes colles, etc. Et donc pour procéder, pour ce qui est de la dorure sur bois, ce qui est le cœur de mon métier, donc quand on restaure un objet en bois sculpté 17e ou 18e, on a une multitude de couches de préparation du support qui contiennent toutes de la colle, qui est une colle de peau de lapin, et du blanc de meudon, donc c'est un des noms du carbonate de calcium, donc c'est une craie. Avec ce mélange, en fait, on va constituer comme un stuc que l'on va ensuite devoir poncer de manière excessivement précise parce que la moindre aspérité se voit au travers de la feuille d'or. Il faut se dire qu'une feuille d'or, si on se la pose sur le doigt, on peut encore lire les empreintes digitales au travers. Donc c'est vraiment très fin, donc la moindre griffure se verrait. Ensuite, tout un travail éventuellement de moulage, de sculpture, de gravure, de reparure, etc. pour préparer l'objet à recevoir la feuille d'or. Ensuite, on va arriver à la dernière étape avant la pose de la feuille d'or. On va recouvrir donc cette surface de stuc d'une couche d'assiette à dorer, qui est un mélange d'argile et toujours de colle de peau de lapin. Et c'est sur cette surface qu'on va venir poser la feuille. On parle de dorure à la détrempe, c'est-à-dire qu'on va littéralement détremper la surface qu'on souhaite dorer. Et la feuille, en fait, dès qu'on va l'approcher de l'eau, va être comme happée par l'humidité et elle va se plaquer automatiquement là où on a mis de l'eau.
Elle va ensuite en fait tenir de manière durable grâce à toutes les épaisseurs de colle qu'on a posées dans les 15 couches de préparation successives. En fait, on a exactement la même action quand on détrempe la surface que quand on lèche un timbre. On réactive en fait le collagène qui est contenu dans toutes les sous-couches. Je vous vois souvent faire un geste, vous frottez un pinceau sur votre joue. Oui, alors là, c'est en effet le geste qui intrigue tout le monde. En fait, on peut pas toucher la feuille d'or avec les doigts parce que notre peau est naturellement recouverte de gras. Et donc, on va utiliser ce gras, en quelque sorte, pour nous aider à poser la feuille. On passe donc la palette à dorer, qui est un pinceau plat, sur la joue. D'une certaine manière, on le graisse. Il va permettre d'accrocher la feuille quand on va l'approcher. Et d'ailleurs, ces feuilles, elles viennent d'où ? Alors malheureusement, depuis quelques années, depuis 2-3 ans je crois, le seul dernier batteur d'or français a fermé ses portes. Donc aujourd'hui, on achète de l'or qui n'est plus battu en France, mais qui vient d'Italie, d'Allemagne et d'Angleterre principalement. C'est quoi l'or battu ? On part d'un lingot d'or pour fabriquer les feuilles d'or. Et l'or battu, en fait, c'est le principe on appelle ça battre l'or en feuilles. Donc le métier, c'est le batteur d'or qui va créer des alliages particuliers pour nous permettre, nous, doreurs, d'avoir un nuancier de feuilles d'or. Un nuancier assez varié, finalement, de teintes d'or que le batteur d'or prépare. On passe de l'or blanc à l'or rose qu'on connaît, l'or vert, l'or rouge, l'or jaune, etc. On va parler un peu maintenant de votre carrière. Donc vous avez débuté à Limoges avec une boutique, votre atelier avait pignon sur rue. Est-ce que c'est pas un peu difficile ? Est-ce que ça fait pas peur de se lancer seul quand on est jeune, qu'on n'a pas de nom, qu'on est dans un métier de niche ? Est-ce qu'on n'a pas un peu le vertige ? Alors si, en effet, l'installation au début était pas évidente. Passer d'un métier d'études d'histoire de l'art à l'installation à proprement parler, de manière concrète, c'était un petit peu un saut dans le vide. Donc il faut quelques années pour se faire un réseau, se faire connaître, et puis dans un sens faire ses preuves, obtenir la confiance des clients. Et vous étiez dans une rue particulière à Limoges. Est-ce que c'était porteur ? Vous étiez rue de la Boucherie, qui est la rue des artisans. C'est vrai que ça a été une vraie chance de pouvoir installer mon atelier à cet endroit. Déjà parce que c'est une rue très jolie avec donc des boutiques anciennes. Et ensuite, c'est vrai que ça m'a aidé au démarrage, puisque quand on crée une entreprise et qu'on doit donc tout démarrer de zéro, entre guillemets, d'être dans cette rue, ça m'a permis d'avoir le passage de tous les gens potentiellement intéressés par l'art et les antiquités. Ça m'a vraiment donné un vrai coup de pouce pour me faire connaître. Et finalement, au bout de quelques années, vous faites toujours le même métier, sauf que les cartes sont totalement rebattues, parce que vous déménagez, vous quittez Limoges pour vous installer là où on est aujourd'hui, à Chancey. Vous êtes installé, donc à côté de Tours, en plein cœur des châteaux de la Loire. Vous avez une nouvelle concurrence que vous aviez pas dans le Limousin. Et votre atelier n'a plus pignon sur rue, mais est chez vous. Est-ce que c'est un virage difficile à négocier ? Alors, pas tellement. Ça a été certes un très gros changement. Et puis, bien sûr, un pincement au cœur de quitter le Limousin et mon atelier dans lequel j'avais débuté. Mais voilà, c'était pour le démarrage d'une belle nouvelle aventure. Et puis, l'installation en Touraine, c'est vrai que dans une région plus dynamique, il faut le dire, que le Limousin, au cœur des châteaux de la Loire, comme vous l'avez dit, ça m'a tout de même lancé, on va dire, sur des plus gros chantiers. La proximité avec Paris, simplifie quand même pas mal les choses. Vous êtes installé ici pour des raisons stratégiques ou personnelles ? Alors, ça n'était à la base pas du tout stratégique, puisque j'ai tout simplement épousé un Tourangeau. Mais au final, ça s'est avéré être un très bon choix, puisque ça m'a permis de développer mon atelier. Et d'ailleurs, depuis que vous êtes installé ici, vous avez des enfants. Est-ce que c'est compliqué d'avoir les enfants avec un atelier à domicile ? Alors, ça a à la base un côté très pratique pour l'organisation, mais ça n'est pas toujours simple. Il faut se préparer à voir les enfants débarquer à tout moment à l'atelier, piquer les outils, utiliser le bac de blanc de Meudon comme un bac à sable, ou bien casser les moulages que vous venez de passer une journée à faire sous prétexte que c'est blanc et moche. Mais bon, à la base, c'est quand même assez pratique et agréable. Finalement, depuis que vous êtes installé ici, vous êtes fait un nom et vous avez des projets d'une autre ampleur qui sont arrivés. Parce que si on peut croire que les doreurs travaillent uniquement sur des cadres, des miroirs, des baromètres, en fait, vous travaillez également sur du mobilier, comme des chaises, mais aussi sur des monuments historiques.
notamment la Samaritaine qui a été votre premier gros chantier. Vous nous racontez ? Alors tout à fait, c'était une grande surprise parce que je n'avais jamais réalisé de chantier de cette ampleur, puisque bon, la Samaritaine c'est quand même un monument. Alors il s'agissait en fait de la dorure de toutes les façades d'un des bâtiments de la Samaritaine, donc des kilomètres de feuilles d'or à poser. Le bâtiment est en fait orné de bandes verticales et horizontales à tous les étages et de cabochons qui ornent toutes les toitures. Donc c'était environ 40 000 feuilles d'or à poser, toutes seules. Donc voilà, c'était un chantier pharaonique, assez stressant. Et puis voilà, la question de est-ce qu'on est légitime pour assurer ce genre de chantier, etc. Mais c'était le grand tremplin pour partir sur des chantiers d'une autre envergure et sortir de l'atelier. Et la particularité, c'est que quand vous travaillez sur la Samaritaine, vous êtes enceinte. Oui, alors ça c'était un challenge supplémentaire. C'est vrai que le métier de doreur est pas forcément évident quand on est une femme et qui plus est enceinte, puisqu'on travaille exclusivement debout, avec souvent des charges très lourdes à porter, etc. Donc voilà, ça a été un vrai challenge, mais j'ai réussi à terminer toutes les dorures dans les temps. Mon seul regret, ce sera juste de ne pas avoir pu monter sur les échafaudages pour faire les retouches et pouvoir voir voilà, mes dorures monter sur la Samaritaine, puisque j'ai tout fait en atelier et je devais simplement monter tout en haut, faire les retouches, et j'ai pas pu le faire. Parce que les pans à restaurer sont démontés. Vous travaillez en atelier et ensuite ils sont remontés ? Oui, en fait, toutes les rambardes en acier étaient démontées, traitées dans une entreprise de traitement de surface à Tours. Et ensuite, moi, j'intervenais pour poser la feuille d'or. Après ça, vous passez sur un chantier qui n'a rien à voir. C'est le grand écart. Vous travaillez sur un chantier de l'Arabie Saoudite. J'ai été contactée pour réaliser toutes les dorures d'un palais à Jeddah, en Arabie Saoudite, donc pour un décorateur parisien. Un tout autre projet, un petit peu dans les mêmes dimensions que la Samaritaine, pharaonique, avec une quantité totalement folle de sièges. 80 chaises de salle à manger, 40 fauteuils, des miroirs, des consoles, des tables basses. Tout était doré. Il fallait faire tout ça dans un délai ultra court. Il fallait monter une équipe pour pouvoir répondre dans les délais, etc. Donc c'était un vrai challenge, mais très excitant aussi puisque encore du jamais fait, du mobilier neuf, donc une autre technique de dorure, la dorure à l'huile. Voilà, c'était le dernier gros chantier de l'atelier. En parallèle de ces chantiers, vous continuez à exposer sur des salons. Et cette année, vous avez eu la surprise de recevoir sur votre stand du Salon international du patrimoine Brigitte Macron et Stéphane Bern. Oui, tout à fait. Alors j'étais très déçue parce que je ne faisais pas partie de la visite officielle de la délégation. Et finalement, en passant devant mon stand, Brigitte Macron a tourné la tête. Elle a visiblement un attrait pour la feuille d'or puisqu'elle s'est essayée à la pose de la feuille d'or lorsque des doreurs interviennent à l'Élysée. Donc on a eu l'occasion d'échanger quelques mots. Et elle était accompagnée par Stéphane Bern. Je suis ses émissions depuis des années. Et j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec lui au sujet du mobilier d'argent du Salon d'Argent, puisqu'il me soutenait qu'ils étaient dorés à l'argent, alors que je lui soutenais qu'ils étaient dorés à l'or blanc, puisque sinon ils se seraient oxydés. Donc ça a été plutôt amusant pour moi de pouvoir tenir un petit peu tête à Stéphane Bern, qui m'avait appris tellement de choses depuis des années. Alors, c'est pas vous qui travaillez sur ce chantier. Peut-être qu'un jour, vous travaillerez à l'Élysée, mais vous avez d'autres projets. Vous avez travaillé sur d'autres monuments historiques cette année. Oui, alors je viens de commencer un nouveau projet pour la chapelle royale du château d'Amboise, la chapelle Saint-Hubert, qui est en cours de restauration. Et donc là, je suis en train de préparer des échantillons pour dorer en fait tous les ornements de toiture en plomb et en cuivre qui ornent le toit de la chapelle. En parallèle, je travaille également sur des morceaux de retable du château de Villandry qui proviennent du grenier du château de Villandry, qui n'ont pas encore été exposés et qui seront du coup visibles par les visiteurs à partir de l'année prochaine. Et c'est pas stressant d'avoir ces objets entre les mains, de devoir travailler dessus? On n'a pas peur de l'échec? Alors si, c'est assez stressant. Il faut traiter les choses avec un petit peu de recul pour toujours faire attention à ne pas altérer l'objet, lui garder toutes ses traces de
de l'histoire, donc toute sa patine, etc. Donc on ne cherche jamais à faire du neuf, mais toujours à garder les traces du passage de l'objet dans le temps. D'ailleurs, ça fait quoi d'entrer dans ces lieux chargés d'histoire qui fascinent les visiteurs? Ça fait quoi de participer à la préservation de ces lieux? Ça a un côté très satisfaisant et excitant, puisque c'est vrai qu'on a en plus accès à des espaces qui ne sont pas ouverts à la visite en général, donc c'est grisant. Aujourd'hui, en parallèle de ces chantiers, vous continuez la restauration auprès d'antiquaires, de collectionneurs privés, d'institutions, de mairies et même d'artistes contemporains. Parmi toute cette clientèle variée, vous avez déjà eu un objet un peu loufoque à redorer? Alors oui, clairement, j'en ai eu quelques-uns. Mais alors le plus loufoque, je pense qu'on peut parler d'une brosse de toilette dorée en 24 carats. C'était la demande particulière. Après, dans un tout autre genre, lors du salon du patrimoine l'année dernière, donc qui accueille normalement quand même des clients assez sérieux, on m'a demandé de dorer des coquilles d'escargots vivants. Le client trouvait ça très poétique de voir des escargots dorés à la feuille se promener dans son jardin. Ça nous a valu un petit fou rire avec mes voisins de stand. Donc voilà, c'est pas un projet que j'ai réalisé, mais affaire à suivre. Laurane, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver devant un projet et de vous dire c'est trop gros, c'est infaisable, c'est trop abîmé pour être restauré? Alors, trop abîmé pour être restauré, non. Rien n'est impossible à restaurer. En revanche, le vertige devant un projet, oui, la Samaritaine, clairement. Je pense que c'est l'exemple type. Et il y a une réalisation qui vous a rendu particulièrement fière? Alors, c'est pas évident d'en choisir une, mais je dirais que c'est la restauration de la chapelle de la Marquise de Montespan, qui est exposée au château de Bournazel dans l'Aveyron. Et c'est vrai que c'est un projet dont j'ai été très fière, qui d'une part est excessivement beau et qui est maintenant ouvert à la visite, alors que c'est une chapelle qui était en quelque sorte perdue pour le patrimoine. Aujourd'hui, si je vous demande quel est votre prochain Everest, vous me répondez quoi? Obtenir un chantier au château de Versailles. Le Graal pour tous les doreurs, travailler un jour dans la Galerie des Glaces ou n'importe quel endroit du château de Versailles, c'est vraiment le paradis pour les doreurs. Est-ce que vous avez un mantra qui vous guide au quotidien? Rien n'est impossible. On va partir un peu dans un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile, parce que je crois que dans votre métier, vous avez besoin de la voiture assez régulièrement. Alors, c'est moi qui réalise toutes les livraisons, tous les trajets pour aller chercher les œuvres. Donc c'est vrai que je fais quand même pas mal de kilomètres. L'utilisation des transports en commun est totalement impossible puisque j'ai toujours soit une statue, soit un miroir, soit un cadre dans le coffre. Je suis obligée de prendre ma voiture. Justement, l'automobile est en pleine transition écologique. Est-ce que ça a un impact sur votre quotidien pour vos livraisons, par exemple? Alors malheureusement, pas tellement. C'est vrai que dans ma vie de tous les jours, je suis plutôt écolo. Mais pour le transport, c'est un peu plus compliqué. J'ai souvent de grandes distances à parcourir, avec besoin d'un volume de coffre assez conséquent pour transporter des œuvres de grand format. Je loue très régulièrement des camions pour ce genre de transport. Et malheureusement, on n'en propose pas tellement d'électrique dans la région. Donc c'est vrai que pour le moment, je roule toujours avec une voiture thermique. Est-ce qu'il y a un objet qui ne vous quitte jamais quand vous prenez votre voiture? Alors clairement mon téléphone connecté à la voiture et mon GPS, parce que je ne peux rien faire sans. Quel est votre meilleur souvenir en voiture? Alors je dirais une balade en Méhari avec mes enfants pour aller se baigner à la rivière. Donc sans ceinture de sécurité, sans siège auto, la liberté. Et à l'inverse, votre pire galère en voiture? Alors sans hésiter, mon entrée dans un parking souterrain avec un camion de location, trop haut pour la limite de passage. Et donc je me suis retrouvée à Paris, bien sûr, parce que sinon ça n'est pas drôle, à faire la circulation pour faire reculer toute une file de voitures qui s'étaient engagées derrière moi pour pouvoir sortir de ce bourbier. Alors au volant, vous diriez que vous êtes plutôt zen, énervé, que vous chantez, vous écoutez de la musique? Des podcasts peut-être? Alors, je suis plutôt zen, j'écoute de la musique et je chante parfois. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, Laurane, si vous nous emmeniez en road trip, on partirait où?
On partirait en Italie, à Parme, donc le lieu de mon premier coup de cœur pour l'Italie et de mon premier coup de cœur pour la dorure. Laurane, au revoir et un grand merci pour ce moment en or. Au revoir. C'était Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme.